Fréquence ESJ. Bienvenue dans ce nouveau numéro de 20h l'invité. Nous sommes en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ et Air Show. Et ce soir, je reçois le député PCF de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône, Pierre Dharréville. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous reviendrons sur l'actualité politique écoulée et à venir. Avec Garance Amespil, dans quelques instants, nous parlerons des grèves SNCF et des fonctionnaires, ainsi que du rapport sur les quartiers défavorisés. Nous partirons ensuite à l'international et plus précisément en Italie. Giuseppe Conte a été proposé hier par Luigi Di Maio et Matteo Salvini pour diriger le gouvernement. Nous y reviendrons en deuxième partie d'émission avec Lucas Pierre. Et enfin, juste avant l'agenda politique de la semaine dressé par Ugo Franceschi, nous nous attarderons quelques instants sur l'avenir du Parti communiste, mais aussi sur le cas de la maltraitance animale. L'association de Brigitte Bardot a fait parler d'elle hier avec une vidéo dans laquelle la marraine suppliait les gens d'arrêter de manger de la viande et militait pour la fermeture des abattoirs. Vous nous écoutez, mais vous pouvez aussi et surtout intervenir dans cette émission. Posez vos questions à Pierre Dharréville sur les réseaux sociaux. Vous vous connectez sur la page Facebook de Fréquence ESJ et sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. Les meilleurs tweets et les meilleures questions seront posées à notre invité tout au long de l'émission. 20h l'invité, c'est en direct, c'est jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ et Air Show et ça commence maintenant. Fréquence ESJ. Mais avant de commencer, Pierre Dharréville, il y a une tradition dans cette émission, c'est que pour présenter l'invité aux auditeurs, ce n'est pas un portrait classique, c'est Camille Garcette qui dresse les portraits des invités et qui les dresse en rap. Bonsoir Camille. Bonsoir Antoine, bonsoir Pierre Dharréville. Et effectivement, je présente tous les invités en rap, toutes les semaines, tous les invités, que ce soit politique ou dans le mercredi soir dans Storytelling. Donc là, vous y avez eu droit. J'ai essayé de réunir un peu les éléments importants qui m'ont marqué. Donc voilà, on fait un petit live comme ça et après on en parle après. Ça vous va? Allez, c'est parti. Allez. Pierre Dharréville, un homme dont la vie n'était pas destinée à faire de la politique. Maintenant au Parti communiste, parlons de votre parcours improviste, car avant tout ça, vous étiez parmi les journalistes. En bon homme d'extrême gauche, vous commencez à l'UMA. À force de la côtoyer, la politique ne vous plaît pas. Des piges à droite à gauche, en fait, vous vous occupez. Mais votre passion la plus pure, c'est la bande dessinée. En 2002, pendant que d'autres sautent au second tour, c'est le moment de rejoindre le monde politique à votre tour avec Marie-Georges Buffet. Alors au PCF, ça change de ces politiques qui sont tous passés par l'UNEF. C'est là qu'on entre dans la partie intéressante, car la politique c'est bien, mais finit par être lassante. Oui, je dois le notifier, car j'avoue que je trouve ça chouette, votre passage en tant que rédac chef au sein de Pif Gadget. Numéro spécial avec Staline en statuette, un numéro à acheter, une faucille offerte en tant que bon communiste. Et cela va de soi, un abonnement payé, c'est un pull rouge qu'on reçoit. Les années passent, mais la politique reste. Vous êtes élu avec le PCF comme étiquette dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes alors installé, enfin disons que de base c'était ça l'idée, car faute de moyens, pas de locaux occupés, vous installez votre résidence dans une terrasse café. On fait de rien un tout pour savoir gouverner. Au lieu de la dessiner, votre vie vous la dirigez, Pierre Dharréville. Oui, j'espère que c'était frais, la prochaine fois c'est vous qui ferez mon portrait. Hey. Camille Garcette en direct sur Fréquence ESJ et Air Show. Pierre Dharréville, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bravo, d'abord bel exercice. Puis on voit qu'il a creusé la chose, puis il a du talent, inévitablement. Non, c'est bien. Après, évidemment, ça donne envie de réagir sur quelques aspects. Peut-être pour, je vais en dire, corriger un peu, donner mon point de vue. Allez-y, y a pas de souci. C'est le principe. Voilà, c'est ça. Non, je me reconnais pas dans le vocable d'extrême gauche, en fait. Voilà, hein, c'est l'extrême gauche, c'est une tradition politique que je respecte, mais qui n'est pas la mienne. Le Parti communiste est partie intégrante de la gauche depuis le début de son histoire. Mais c'est vrai que souvent, à l'Assemblée nationale, il nous arrive parfois il nous arrive de se caricaturer. Extrême gauche. Comme ça, voilà, et dans la bouche de ceux qui emploient ce mot, c'est une insulte. Pour moi, ça n'est pas une, mais ça correspond pas à ce que je suis. Voilà, c'est tout simplement comme ça que je pourrais dire les choses. Après, c'est vrai que vous avez convoqué toute une imagerie avec la faucille, le marteau, Staline. Vous avez mis la bande dessinée au milieu et la bande dessinée. Non, mais il y a des choses très positives dans ce que vous avez dit. Non, j'ai apprécié cet exercice. Mais voilà, c'est vrai que Staline, c'est pas ma référence, quoi. Bien entendu. Voilà, c'est pas ma référence, mais c'est bien que vous l'ayez dit parce que ça me permet de réagir. Voilà, c'est tout. Et puis voilà, oui, je me suis intéressé à la bande dessinée. J'étais critique BD et c'est un art populaire, la BD, hein, on peut toucher à tout finalement. On reparlera justement. Quand vous reviendrez, on corrigera tout ça. Et j'ai une permanence.
Je m'étais noté ça. Ça y est. Bah oui, oui, c'est au début que j'avais pas de permanence. Après, depuis quand même, j'ai fini par trouver quand même. Mais effectivement, j'ai reçu, vous avez raison, j'ai reçu les gens à des terrasses de café le temps que dure mon installation pendant quelques. C'est ce que j'ai pu lire, oui. Voilà. Forcément. Merci. Merci. Il est bien documenté. Bravo. Merci à vous. Bravo Camille Garcette, merci à vous. Merci. Fréquence ESJ. Alors juste avant de laisser la parole à Garance Amespil, c'est l'heure du mot de la semaine. Chaque mardi, la rédaction choisit de s'arrêter sur un mot qui a résumé ou marqué la semaine, que ce soit en politique ou en société. Pierre Dharréville, est-ce que vous avez un mot qui pourrait résumer cette semaine, là comme ça, qui vous viendrait sans réfléchir? Oui, sans réfléchir, le mot qui me vient, c'est colère. Colère. Alors pourquoi colère? Ce matin, j'étais dans la rue avec un certain nombre de manifestants de la fonction publique pour défendre le service public. Et je rencontre beaucoup de colère dans le pays. Il y a de la colère partout. Il y a de la colère dans la jeunesse, qui s'est exprimée beaucoup dans les facs ces derniers temps. Il y a de la colère aussi dans les quartiers populaires. Il y a de la colère parmi les retraités. Vous savez, samedi, je passais dans une petite fête de quartier et en l'espace de 10 minutes, je me suis fait interpeller 4 fois sur l'augmentation de la CSG et sur du coup la baisse du pouvoir d'achat des retraités. Voilà, il y a de la colère chez les cheminots, voilà. Donc c'est ça le mot pour moi. Ça justement, on va en parler un petit peu avec les grèves SNCF et les grèves des fonctionnaires dans quelques instants avec Garance. Nous, du côté de la rédaction, on a choisi un mot un petit peu plus léger. C'est le mot cantine. Est-ce que ça vous parle? Si je vous dis le mot cantine, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose qui est tombé en début de semaine? Comme ça, qui vous vient? Pas immédiatement, non, honnêtement. Alors je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire peut-être, ou de vous apprendre quelque chose. C'est une enquête menée par Greenpeace France qui a révélé que 7 enfants sur 10 trouvaient tous les jours des protéines animales dans leur assiette à la cantine. Et c'est quelque chose qui est déploré en fait par cette ONG, puisque et en fait il n'y a pas de solution de recours des repas végétariens qui sont proposés aux enfants, et c'est un vrai problème aussi en termes d'équilibre alimentaire, et le Greenpeace justement milite pour avoir des repas végétariens dans les cantines au moins 2 fois par semaine, que ce soit en termes de substituts, des repas végétariens uniques. Et d'ailleurs le projet de la loi sur l'alimentation qui va être examiné prochainement à l'Assemblée, elle comporte des amendements en faveur d'au moins 2 repas végétariens par semaine dans les cantines. Est-ce que pour vous, Pierre Dharréville, l'instauration de menus végétariens dans les cantines, c'est quelque chose de vraiment nécessaire aujourd'hui, ou c'est quelque chose avec lequel on exagère peut-être un petit peu? On en reparlera plus en détail en fin d'émission. D'abord, je crois que ça existe déjà. Ça existe déjà, sans doute pas suffisamment. Moi, j'entends ce que dit Greenpeace. Et bon, il y a un sujet qui monte effectivement sur la manière dont nous nous alimentons et sur la surconsommation de viande par les uns et les autres. Donc, c'est un sujet qu'on peut effectivement débattre, qui est intéressant. Mais je suis pour que dans les cantines, il y ait effectivement du choix et que chacun puisse faire son menu aussi en fonction de ce qu'il souhaite. Donc, oui, pourquoi pas. Voilà. Mais on en reparlera un petit peu plus en détail en fin d'émission. Ce sera avec Lucas Pierre. Fréquence ESJ. Et je vous le disais, on commence tout de suite avec les mouvements sociaux qui continuent en France. Aujourd'hui, les fonctionnaires se réunissaient pour manifester dans tout le pays. Garance Amespil, vous avez quelques questions à poser à Pierre Dharréville à ce sujet. Oui, bonsoir Antoine, bonsoir Pierre Dharréville. Alors, un peu plus de 16 000 manifestants à Paris. Est-ce que c'est une réussite, cette mobilisation ? Bah oui, c'est une réussite parce qu'il y a eu des manifestations partout dans le pays. Moi, en tout cas, j'étais à Marseille ce matin. Il y avait du monde, des gens mobilisés. Et je crois que c'est le témoignage que la colère continue de gronder. En tout cas, elle est toujours dans la rue. C'est moitié moins de manifestants que le 22 mars dernier. Oui, mais je pense qu'on peut pas faire ce type de calcul comme ça. Il faut évidemment, il y a des temps forts, des temps faibles dans les mobilisations. On est dans un temps faible là, de la mobilisation. Ce que je crois surtout, c'est que ce qui est fort, c'est qu'il y a une unité syndicale extrêmement forte. Et que ça manifeste que l'opposition au projet du gouvernement sur la fonction publique et le service public est extrêmement large. Voilà. Et donc ça se manifeste par le nombre, mais aussi par le nombre d'organisations syndicales qui sont mobilisées, le nombre de celles et ceux qui se reconnaissent dans les manifestations. Donc il y a une unité qui est en train de grandir dans le pays, de s'installer, et je crois qu'il va falloir que le gouvernement en tienne compte. Alors 20 interpellations pour dégradation et violence. Est-ce qu'il faut dégrader pour se faire entendre maintenant en France ? Non, je ne crois pas. En tout cas, c'est pas ma conception des choses. Je pense qu'il faut employer les voies que nous connaissons, celle de la manifestation, celle du débat, celle de l'action. Voilà, mais les dégradations, c'est pas mon registre. Et donc, vous les condamnez, ces violences ? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça a été le cas lors d'une grande manifestation lors du 1er mai à Paris. Effectivement, ça c'est inquiétant. Et je crois qu'il faut le condamner, mais surtout, il faut empêcher que ça se produise. On a l'impression qu'il y en a de plus en plus. Nous avons proposé une commission d'enquête sur ce qui s'est passé le 1er mai. Parce que il y a quand même quelques zones d'ombre qui demeurent, et moi j'attends des explications. C'est quoi les zones d'ombre pour vous ? Eh ben, un certain nombre de manifestants demandent pourquoi les forces de l'ordre, y compris des forces de l'ordre elles-mêmes, ne sont pas intervenues avant. Et je
pense qu'il y a des discussions sur les ordres qui ont été ou qui n'ont pas été donnés. Donc vous moi, pensez que les ordres, justement, étaient faits ou pas faits pour desservir le mouvement ? À partir du moment où il y a un doute là-dessus, je crois qu'il faut mener l'enquête et il faut que les éléments soient sur la table pour que chacun puisse en juger. Alors on le voit depuis plusieurs mois, le gouvernement ne fléchit pas du tout. Est-ce que vous pensez que c'est utile de continuer à manifester ? Bah oui. Plus que jamais, parce que cette colère est toujours là, les raisons de manifester sont toujours présentes. Moi, je crois pas qu'il faille lâcher l'affaire. On est au contraire dans un mouvement qui se construit dans la durée. On sait qu'Emmanuel Macron a annoncé dès le départ qu'il voulait rien lâcher, et je crois qu'en face, il faut rien lâcher non plus, parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Ça fait 1 an maintenant que nous subissons une politique qui est une politique faite de brutalités successives. La société française est brutalisée. Les mobilisations avec les brutalités qu'il y a, c'est en reflet avec la brutalité du gouvernement pour vous ? Non, je dis simplement que la violence des réformes qui sont faites est inacceptable et donc il faut faire entendre que ça suffit maintenant et qu'il faut qu'Emmanuel Macron compose aussi avec la société telle qu'elle est. Il ne peut pas décider tout seul dans son bureau. Donc ça suppose qu'il ouvre de véritables discussions. La concertation dont nous a parlé, c'est du vent tout ça. La concertation, ça n'est pas de vraie discussion avec les gens et tous ceux qui ont participé peuvent en témoigner. Donc il faut au contraire vraiment ouvrir le débat et puis considérer les rapports de force dans la société. Et je crois qu'Emmanuel Macron, il faut qu'il mesure que c'est pas parce qu'il a été élu président qu'il est fondé à appliquer de A à Z ce qu'il a écrit dans son programme. Parce que ce qu'il a écrit dans son programme, ça n'a pas été adopté de A à Z ni amendé par les Françaises et les Français. Lui, il est élu président. Moi, ça, je le remets pas en cause. C'est une réalité. C'est lui le président de la République. Mais il a une responsabilité, c'est de gouverner avec le peuple. Il n'est pas monarque dans ce pays. Donc voilà, il faut, je crois, qu'il amende sa pratique politique et qu'il tienne compte de ce qui se passe dans le pays. Alors, on va devoir enchaîner un petit peu, sinon on va pas avoir le temps de traiter la grève de la SNCF, puisque dès ce soir, la 11e séquence de la grève périodique de la SNCF commence, Garance. Oui, alors selon vous, il va encore durer longtemps ce mouvement, Pierre Dharréville ? Si le gouvernement devient un peu lucide, un peu réaliste et que il décide d'ouvrir des discussions avec les cheminots et de revoir sa copie... Il n'y a pas de discussion pour le moment ? Pour l'instant, elles n'ont pas eu lieu, non. L'ensemble des syndicats le disent. Si le gouvernement décide de s'amender, de revoir son projet, je pense qu'on peut assister à une évolution. Maintenant, s'il continue, moi, c'est pas à moi d'en décider. Je sais pas ce que décideront les organisations syndicales des cheminots. Moi, je suis pas à leur place. Ils ont leurs responsabilités. Donc voilà. Mais cela étant dit, je pense qu'ils ont annoncé la couleur, c'est-à-dire une mobilisation qui s'installe dans la durée, parce qu'ils savaient très bien qu'il suffirait pas de manifester une fois pour obtenir gain de cause. Donc voilà, oui, je pense que ça va encore continuer. Ce matin, j'étais sur les marches de la gare Saint-Charles. On a déroulé un grand tifo. Mon train, j'y tiens. Donc on continue la bataille avec tous ceux et celles qui le veulent pour défendre le service public. Vous pensez qu'il a toujours de l'impact, ce mouvement, finalement ? Je crois qu'il a marqué des points dans l'opinion, oui, effectivement, et qu'il y a un attachement véritable au service public dans le pays et au train. Et il y a une particularité là avec le système ferroviaire, et donc nous sommes attachés à pouvoir nous déplacer correctement et avoir un outil qui fonctionne de ce point de vue-là. Et moi, je ne crois pas que la concurrence apportera quelques débuts de solution que ce soit. Donc voilà. Merci Pierre Dharréville, merci Garance Amespiel. Merci. Fréquence ESJ. Garance Amespiel, Pierre Dharréville, vous restez avec nous puisque dans quelques instants nous parlerons du rapport dévoilé par Emmanuel Macron pour améliorer la vie dans les quartiers défavorisés. Ça, c'est dans quelques instants. Vous continuez à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Fréquence ESJ, sur le Twitter #Fréquence ESJ. On se retrouve dans quelques instants juste après Imagine Dragon et Next to Me. Fréquence ESJ. De retour dans 20h, l'invité en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ et Air Show avec notre invité Pierre Dharréville. Je le disais il y a quelques instants, le président Emmanuel Macron s'exprimait aujourd'hui à l'Elysée. Il a dévoilé des initiatives pour améliorer la vie dans les quartiers défavorisés. Et Garance Amespiel, vous avez encore une fois des questions à poser à Pierre Dharréville à ce sujet. Est-ce que vous êtes satisfait, Pierre Dharréville, de ce qu'a annoncé le président Macron aujourd'hui ? Non, le sentiment qui domine, c'est effectivement un sentiment de déception, parce qu'il y avait eu un rapport commandé à Jean-Louis Borloo qui avait été beaucoup travaillé avec un certain nombre d'acteurs, un certain nombre d'élus de terrain, d'acteurs associatifs sans doute, etc. Bon, avec un vrai travail, c'était le fruit d'un compromis. Donc moi, je n'en partageais pas forcément toutes les propositions dans le détail, mais il y avait un vrai travail, il faut le reconnaître. Et en réalité, ce qui s'est passé depuis quelques jours et qui s'est conclu aujourd'hui, c'est plutôt un enterrement de première classe pour le rapport de Jean-Louis Borloo. C'est un travail bâclé, ce qu'a rendu le gouvernement ?
Je dirais en tout cas que le gouvernement a voulu resservir son orientation libérale et la plaquer sur les quartiers populaires, c'est-à-dire les premiers de cordée, la chance pour chacun. Je crois que c'est ça qui a été évoqué. Donc là, on n'est pas à la loterie, là, c'est pas la Française des Jeux, le gouvernement. Il faut promouvoir les valeurs de la République et la promesse républicaine. Et ce que je constate, c'est que finalement, avec le discours qui a été présenté par le président de la République, eh ben, on ne voit pas où vont être les efforts qui vont être portés, où est-ce que réellement on va changer ce qui est en train de se passer dans le pays, parce que les quartiers populaires sont en grande souffrance. Il y a eu du sous-investissement, du sous-engagement de l'État dans les quartiers populaires depuis des années. C'est quoi, selon vous, la mesure à mettre en place le plus rapidement ? La première chose à faire, je crois, c'est de redonner des fonds pour les quartiers populaires. À chaque fois que le gouvernement présente un plan, il le chiffre. Lorsque il décide de supprimer l'ISF, il le chiffre. Lorsqu'il décide, bon, enfin voilà, on pourrait égrener là, il n'y a pas de chiffre dans ce qu'a donné le gouvernement. Donc il n'y a pas de moyens. Or la première chose que demandent les quartiers populaires, ce sont des moyens. Ce sont mettre des services publics dans les quartiers, alors qu'ils les ont désertés bien souvent. Hein, voilà, où on se retrouve avec des quartiers qui sont loin de tout, délaissés. C'est le cas d'un certain nombre de villes de notre pays. C'est pas le cas de tous les quartiers populaires à égalité. Hein, mais voilà, donc la première chose dont ils ont besoin, c'est cela. Mais il y a une chose sur laquelle moi je voudrais insister, c'est que il faut pas les caricaturer. C'est-à-dire que dans les quartiers populaires, il y a des choses formidables qui se passent, il y a des énergies extraordinaires. Qu'est-ce qui caricature ? C'est les politiques, c'est les Français en général ? Oui, parfois oui, parce qu'on résume simplement les quartiers populaires à des problèmes d'incivilité, d'insécurité, et ça existe, bien sûr que c'est présent, et que je crois que l'aspiration de la majeure partie de la population de ces quartiers, c'est de sortir de tout cela. Mais il faut pas les assimiler à ces trafics, à ces voilà. Je crois que faut faire attention à ça, parce qu'il y a une soif de vivre dans ces quartiers qui est formidable. Il faut s'appuyer là-dessus pour aller. Le président Macron a beaucoup parlé de trafic justement pendant son allocution cet après-midi. Vous pensez que il renchérit encore cet amalgame qu'on fait entre banlieue, trafic Peut-être à son corps défendant, mais en tout cas ça finit par y conduire. Je l'ai entendu parler d'une société de vigilance. Moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé, parce que moi je préférerais, plutôt qu'une société de la vigilance, de la méfiance envers son voisin, qu'on construise une société de confiance. Donc c'est plutôt vers là qu'il faut se diriger. Ça suppose effectivement d'honorer la promesse républicaine. Parce que moi je comprends que des femmes et des hommes dans nos quartiers ne croient plus en la République. Je le regrette. Moi, je suis un défenseur de la République, parce que je crois que c'est une idée révolutionnaire et qui vaut pour être mise en œuvre aujourd'hui. Alors, ce rapport, il appelle à la réconciliation nationale. C'est possible, vous pensez ? Avec ce qui est proposé aujourd'hui par Emmanuel Macron ? Je crois qu'on est très très loin du compte. On est très très loin du compte, parce que les mesures ne sont pas au rendez-vous. Ce sont des recettes libérales, donc ça veut dire finalement on continue dans le chacun pour soi et que chacun se débrouille. Or là, il y a un devoir d'égalité, hein, c'est un des principes de la devise républicaine, et pour cela, il faut que l'État investisse et donne les mêmes chances, plus que les mêmes chances. L'État va investir 10 milliards d'euros. Ma langue fourche, mais qu'il donne les mêmes droits. Plus que les chances, qui donnent les mêmes droits. L'État va investir 10 milliards d'euros, c'est 2 fois plus que ce qui était prévu dans le plan Borloo. C'est pas assez encore ? Non, le plan Borloo, il demandait plus que ça. Mais c'est même pas suffisant, 10 milliards d'euros, vous pensez ? Non, mais surtout, je pense que les mesures, bien sûr que ça n'est pas suffisant. En réalité, il y a un retard, c'est-à-dire qu'il y a eu 30% de moins d'investis dans ces endroits-là que dans les autres. Donc il y a déjà ce retard-là à rattraper. Donc il y a un retard à rattraper considérable, oui, bien sûr. Et donc on le voit bien, en allant dans nos quartiers, il faut donner plus de moyens pour la rénovation urbaine, pour le logement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Toutes les mesures qui ont été prises, parce qu'on peut pas raconter des histoires. Vous savez, la politique du en même temps, on connaît par cœur. Hein. Il fait du en même temps, là aussi, Emmanuel Macron. Mais bien sûr, il a supprimé. Il a baissé de 5%, de 5 euros, pardon, les APL, 5 euros par mois. Bon, après, il faut pas venir raconter des histoires aux habitants des quartiers populaires. Moi, à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, les centres sociaux ont manifesté. Les centres sociaux qui manifestent, c'est un tissu social extraordinaire dont nous avons besoin. Aujourd'hui, ils sont en grande difficulté. Si on n'arrive pas à redonner des moyens pour retisser du lien social, on n'y arrivera pas. Il y a un rapport qui est paru il y a quelques jours, c'est plutôt une fuite de Bercy,
qui a été rendu public, dans lequel on prévoit encore de réduire les aides sociales. Bon, mais faut arrêter tout ça, parce que là, on touche directement aux habitants des quartiers populaires. Voilà, et il faut travailler pour créer de l'emploi. Et pour créer de l'emploi, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut arrêter de laisser les mains libres à la finance. Donner du budget, c'est ça ce que vous demandez. Bien sûr, de l'argent, il y en a plein, mais le problème, c'est qu'il est accaparé par un tout petit nombre aujourd'hui. Il va pas dans les quartiers populaires pour ceux qui en ont besoin. Merci Pierre Dharréville, merci à vous, Garance Amespil. Fréquence ESJ. Demain, la Cour des comptes livrera dans son rapport ses conclusions sur l'année budgétaire de 2017. Le journal Le Monde a pu se procurer le document et le changement de gouvernement l'été dernier n'a pas été bénéfique pour le déficit public. Bonsoir Yannick Darras. Bonsoir Antoine, bonsoir Pierre Dharréville. Entre 2016 et 2017, le déficit public a connu une légère baisse. Mais c'est insuffisant pour la Cour des comptes qui estime à 25 milliards d'euros l'économie nécessaire pour stabiliser la dette. Est-ce qu'on peut trouver 25 milliards d'euros pour stabiliser cette dette? Oui, on peut les trouver, bien sûr. On peut les trouver. Où ça? Dans les poches des actionnaires. Ils y sont, il n'y a pas de problème. Dans l'évasion fiscale, vous avez aujourd'hui entre 60 et 80 milliards d'euros d'évasion fiscale. Est-ce qu'on va chercher cet argent? L'État ne lutte pas assez contre l'évasion fiscale? Absolument. On se donne pas les moyens de faire ce qu'il faut. Il n'y a pas de lutte réelle contre la fraude. Il n'y a pas de sanctions suffisantes qui sont prévues aujourd'hui dans la loi. Le verrou de Bercy, le fameux verrou de Bercy qui permet une sorte de discrétion autour de ces affaires et de transactionner est toujours là. Donc non, bien sûr, oui, on peut aller chercher de l'argent. Cela étant dit, la Cour des comptes, j'ai un certain nombre de différends avec elle parce que elle reste. Vous n'êtes pas d'accord avec elle? Elle se focalise trop sur la dette. Les chiffres qu'elle donne, si vous voulez, en général, sont des chiffres tout à fait fondés. Donc, je ne remets pas en cause son expertise en tant que telle. Par contre, elle est dans un moule libéral et toutes les préconisations qui sont les siennes. Donc, elle préfère viennent nous imposer systématiquement toujours plus d'économies sur nos vies quotidiennes. Et donc, mais on ne doit pas en faire des économies pour arrêter l'endiguement. Il ne faut pas gaspiller arrêter que la dette augmente. Il ne faut pas gaspiller l'argent public, ça c'est une évidence. Et donc s'il y a du gaspillage d'argent public, il faut y mettre fin. En revanche, quand on veut enlever des moyens aux services publics pour fonctionner, je pense que c'est une mauvaise idée, voyez. Et lorsqu'on veut réduire les dépenses des communes en jugeant a priori qu'elles dépensent trop, je crois que c'est une mauvaise idée. Or c'est ce qui se passe depuis des années, c'est ce qu'a fait François Hollande, c'est ce que continue de faire Emmanuel Macron. Donc voilà, je crois au contraire qu'il y a besoin. L'argent public c'est vertueux, il faut le dépenser de manière vertueuse. Alors là, il y a besoin de dépenses publiques dans notre pays. Il y a besoin de dépenses publiques. Pourquoi? Pour la dépense sociale, pour la protection sociale. Alors justement, la dette a baissé un petit peu. Là, est-ce que ça peut être un bon signe pour la fonction publique justement? Que la dette est baissée? En tout cas, que le déficit, est baissé entre 2017 et 2016. Mais le problème, c'est qui a financé cette baisse du déficit? Qui l'a financé? C'est principalement vous et moi. Toutes les mesures qui ont été prises dans le budget d'Emmanuel Macron, enfin d'Édouard Philippe cette année. Donc le gouvernement ne s'attaque pas là où il y a le plus d'argent à faire. C'est un budget des riches. On a fait des cadeaux aux riches et on a ponctionné les autres. Bon ben voilà. Donc si vous cherchez pourquoi il y a moins de déficit public, la réponse est là. C'est parce que nous l'avons financé. Et donc ça, je crois que c'est une très mauvaise politique. Alors la dette continue de progresser, c'est ce qu'écrit en tout cas noir sur blanc la Cour des comptes. Est-ce qu'on doit vraiment s'en inquiéter finalement qu'elle continue de progresser? La dette en soi, c'est une menace ou pas? Non, mais la dette en soi, elle peut être nécessaire. On peut avoir besoin, comme ça s'est fait par exemple à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, de s'endetter pour construire un réseau ferroviaire performant. Ça prend du temps, ça s'amortit pas tout de suite. Donc, il peut y avoir de la bonne dette et il y a de la mauvaise dette. Là, on a une mauvaise dette ou on a une bonne dette? On a les deux. On a les deux parce que une partie de la dette aujourd'hui résulte aussi des charges des banques et qu'elle continue de faire peser. C'est-à-dire qu'il y a un endettement qui a été contracté auprès de banques privées qui se sont largement servis là-dessus auprès des États, alors qu'auparavant, il était possible de se financer directement auprès des banques centrales. Et tout ça, c'est fini. Et donc, je crois qu'il y a il faut revenir à cet ancien système. Oui, je pense pour empêcher la dette finalement. Je pense qu'on n'est pas obligé de privatiser la dette comme ça se fait aujourd'hui. Et donc, ça permettra déjà de réduire une partie de celle-ci. Alors, le changement de majorité n'a pas empêché justement la hausse des dépenses. En cause, la Cour des comptes met en cause justement la fin du quinquennat de François Hollande et le changement de majorité. En fait, les dépenses des différents ministères ont augmenté de 4,8% l'année dernière. C'est quoi? C'est juste le temps que le nouveau gouvernement se mette en place ou on a vraiment affaire à un nouveau gouvernement bien plus dépensier que l'ancien?
Non, j'ai pas le sentiment de ce point de vue-là qu'il y ait de changements majeurs. Au contraire, on a plutôt un gouvernement qui cherche à tailler de tous les côtés. C'est ce qui s'est passé. Y compris au sein des ministères ? Mais oui, c'est ce qui s'est passé par exemple sur les contrats aidés. Quand vous supprimez 200 000 contrats aidés, vous taillez directement dans les budgets des ministères. Voilà. Donc il y a un certain nombre de choix qui ont été faits, qui ont eu des conséquences dans la vie quotidienne des gens. Bon voilà, on a suffisamment débattu de ces contrats aidés. On peut discuter le principe des contrats aidés, le cadre. Mais est-ce qu'il y avait d'autres économies à faire autre part plutôt que justement supprimer ces contrats aidés ? Non, mais surtout il faut aller chercher de l'argent. Voilà, il faut aller chercher l'argent là où il est. Et donc il est principalement, si vous regardez les chiffres qui ont été donnés par l'Institut Oxfam la semaine dernière, vous avez 67% aujourd'hui de la richesse produite qui est versée aux actionnaires et 5% aux salariés. Bon, il y a quand même un problème là. Donc voilà, il faut aller chercher cet argent-là et le rendre utile. Merci Pierre Dharréville, merci Yanis Darras. Fréquence ESJ. Dans quelques instants, nous partirons en Italie, puisqu'on parlera notamment du nouveau gouvernement qui se met enfin en place 2 mois et demi après les élections, avec vous Yanis Darras et avec notre invité Pierre Dharréville. Vous continuez à réagir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, et nous on se retrouve dans quelques instants, juste après Offenbach et Pauli. Fréquence ESJ. De retour en direct dans 20h l'invité sur Fréquence ESJ et Air Show. Je le disais il y a moins de 3 minutes, 2 mois et demi après les élections, les Italiens vont enfin avoir un nouveau gouvernement. Les partis populistes italiens, Mouvement 5 étoiles et La Ligue, au programme, en finir avec l'austérité qui ronge le pays et redonner ses lettres de noblesse à l'Italie. Yanis Darras, rebonsoir. On en parle avec vous. Baisse des impôts, nouvelle réforme des retraites, mise en place d'un revenu de solidarité. Le nouveau gouvernement italien, c'est simple, veut aider son peuple, mais toutes ces mesures vont forcément avoir un impact sur la dette italienne. 100 milliards d'euros exactement pour la presse italienne. Pourtant, l'Italie, c'est la 2e dette la plus importante d'Europe. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de voir la dette italienne augmenter ? Je crois que ce qui doit nous inquiéter dans ce qui est en train de se passer, c'est d'abord effectivement les effets des politiques européennes qui ont été menées ces dernières années, ces dernières décennies, et qui provoquent, qui accentuent en tout cas une crise profonde dans nos sociétés. Bon, il y a une crise sociale, une crise économique qui s'est développée, notamment c'est vrai dans les pays du Sud comme l'Italie ou la Grèce. Et puis elle a empêché les pays finalement d'avoir les moyens de faire face, parce que à chaque fois l'Italie n'a pas eu les moyens de faire face à la pourtant emprunter de l'argent à l'UE. Parce que si vous voulez, les politiques libérales qui ont été menées, y compris les aides de l'Union européenne, ont été conditionnées à des casses de services publics, de dispositifs sociaux, voilà. Et donc, on s'est pas donné les moyens de faire face à la crise. On a empêché les États d'une certaine façon. Et donc, oui, ça c'est. Bruxelles est responsable un petit peu de cette crise. C'est pas alors Bruxelles, ce sont les gouvernements successifs qui ont décidé des politiques à Bruxelles. Donc, le gouvernement français, le gouvernement italien, et les gouvernements italiens qui se sont succédés ont leur responsabilité dans cette situation-là. Après, dans la mise en cause de l'austérité, il y a plusieurs manières de la mettre en cause. Moi, je pense qu'elle doit l'être. Effectivement, les politiques d'austérité qui ont été menées ces dernières décennies, elles ont produit des dégâts incommensurables partout, dans nos quartiers populaires, dans nos entreprises, dans le service public, voilà. Donc ça fait des dégâts qui sont pas simplement des dégâts socio-économiques, mais il y a du coup dans notre société une crise de sens à laquelle il faut s'attaquer. L'Italie, c'est le 2e pays le plus endetté d'Europe. Est-ce qu'on peut craindre une faillite finalement de l'Italie ? Est-ce que l'Europe, en tout cas, doit craindre une faillite de l'Italie un jour peut-être ? Surtout avec cette nouvelle politique qui augmentera la dette. Honnêtement, je ne sais pas, je connais pas suffisamment le détail et j'ai l'habitude d'essayer de ne pas dire de bêtises devant les médias et ailleurs non plus d'ailleurs. Mais voilà, donc je sais pas quel est le degré exact de crainte que peuvent nourrir les institutions. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut de la solidarité européenne. Il faut arrêter les politiques libérales et austéritaires. Et donc, qu'est-ce que vous entendez par la solidarité européenne ? Il n'y en a pas aujourd'hui de la solidarité européenne ? Mais elle est toujours conditionnée à des politiques libérales. Bon, donc au final, on tue la solidarité en faisant semblant d'être solidaire. Donc voilà, je crois qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc il faut revoir le modèle, il faut revoir les traités. Après, si vous voulez, dans le nouveau gouvernement qui se met en place, il est aussi de nature un peu inquiété quand même, hein, parce que même si il dénonce l'austérité pour partie,
dans ce que vous dites. Il y a des relents nationalistes dans la Ligue du Nord. C'est inquiétant, ça, ces relents nationalistes. Oui, bien sûr, mais il y a un gouvernement avec l'extrême droite au pouvoir quand même en Italie. Donc je crois qu'il faut pas banaliser tout ça. Et c'est aussi le résultat effectivement de la crise, dans laquelle nous nous trouvons. C'est un peu banalisé. En tout cas, moi je veux pas le banaliser. Moi je ne veux pas le banaliser. Je trouve que c'est extrêmement grave. Voilà, et je souhaite pas ça à mon pays. Je le souhaite pas aux Italiens non plus. Donc effectivement, c'est une réalité qui m'inquiète. Voilà, et je crois pas qu'il y aura de réelles solutions avec ce gouvernement qui se profile en Italie, parce que en réalité, dans ce qu'ils vont mettre en place, il y aura aussi tout ce pendant-là des politiques proposées par l'extrême droite, qui sont des politiques qui sont anti-égalitaires finalement. Alors l'Italie, en tout cas les deux, le nouveau gouvernement veut montrer à l'Union européenne finalement que l'Italie reste un pays souverain et compte donc du coup remettre un peu les choses en ordre avec l'UE. Est-ce qu'elle a raison de montrer un peu les dents finalement à l'Union européenne, l'Italie? Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut refaire l'Europe du sol au plafond. Voilà, on a besoin de ça. L'Europe, elle est construite sur un modèle libéral. Elle sert finalement toujours les mêmes intérêts. On l'a vu, encore ces dernières années, les mesures qui ont été prises contre les paradis fiscaux sont des mesurettes qui n'ont aucun impact, en réalité. Donc voilà, ce modèle, il faut le revoir de fond en comble. Et il faut surtout, effectivement, que les peuples aient la parole. Or, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que vous prenez la parole, finalement, on vous dit vous avez tort. C'est ce qui s'est passé chez nous, en 2005. Il y a eu un référendum sur le traité constitutionnel européen, nous l'avons repoussé. Un an après, on s'est retrouvé avec le même traité ou son frère jumeau qui a été adopté par le Parlement. C'est ce qui peut arriver à l'Italie si elle s'exprime contre l'Union, en tout cas. Si elle essaye de s'exprimer, ça peut lui arriver ? Ce que je dis, c'est que on est au bout d'un système aujourd'hui qui a montré aujourd'hui qu'il n'écoutait pas les peuples et qui les empêchait de s'exprimer. Et donc, voilà, je crois qu'on peut plus vivre dans ce système-là et il faut y mettre fin. Mais il y a, vous savez, des pays qui veulent contrecarrer ces logiques-là. Il y en a d'autres, quand on regarde les votes qui ont pu se produire en Hollande, quand on regarde le gouvernement qui est à l'œuvre aujourd'hui en Grèce, par exemple. Mais ils ont choisi une autre voie que celle qui a été choisie par l'Italie. C'est une tendance finalement, mais oui, parce que une révolte un petit peu en Europe. Bien sûr, et je pense que cette révolte existe aussi dans notre pays. C'est-à-dire, nous voulons avoir de la prise sur notre destin et en finir avec ces politiques-là qui nourrissent toujours les mêmes. Et donc, en Grèce, par exemple, il y a un gouvernement d'une autre nature qui s'est mis en place, mais c'est le cas aussi au Portugal. Au Portugal, vous avez effectivement un gouvernement de gauche qui essaie d'aller à l'encontre de ces politiques libérales européennes et qui les met en cause. Donc je crois qu'il y a besoin, à l'occasion des élections européennes qui viennent, de rebattre les cartes. Merci Yanis Darras, merci à vous Pierre Dharréville. Merci. Fréquence ESJ. Et on retrouve maintenant Lucas Pierre qui est là depuis le début de l'émission puisqu'il assure la réalisation ce soir. Et avec lui, nous allons évoquer l'avenir du Parti communiste français. Bonsoir Lucas Pierre. Bonsoir Antoine Lermite. Alors, et notamment, il y a un congrès extraordinaire du Parti communiste français qui va être organisé cette année avec un objectif clair, changer les cadres. Eh oui, bonsoir Pierre Dharréville. Est-ce qu'on peut envisager avec ce congrès la disparition de cadres du parti comme Pierre Laurent ? La disparition, comme vous y allez. Disparition, non, c'est pas vraiment le terme, mais la disparition du parti en tout cas. Non, au contraire, un congrès s'imposait d'abord, et puis c'est une occasion d'échanger beaucoup entre nous, d'analyser la situation. On parle de renouvellement. Et puis d'essayer d'y faire face, oui. Mais vous savez, le Parti communiste, il se renouvelle régulièrement. Donc là, on a une exigence de renouvellement d'autant plus forte. Pourquoi ? Que effectivement les dernières échéances n'ont pas été à la hauteur de ce que nous espérions et que nous sommes dans une situation politique nouvelle. Une aspiration au renouvellement a existé de manière forte dans la société. Je regrette qu'elle se soit exprimée à travers Emmanuel Macron parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de désillusions à l'arrivée. Mais donc vous vous adaptez à Emmanuel Macron en fait ? Non, pas du tout. Mais il y a une aspiration à un renouvellement qui s'est exprimé dans les urnes. Personne ne peut le nier. Et nous voulons être justement un parti de l'avenir. Nous voulons être un parti du renouvellement de la société. Et qu'est-ce que vous allez faire pour ça ? Et donc pour cela, je crois que pour l'instant, si j'avais la solution et si je l'avais tout seul, en plus, ça serait formidable. Mais je crois que c'est pas comme ça qu'on les trouve les solutions. C'est en discutant beaucoup. Le congrès, il démarre. Donc on est au démarrage quand même de nos échanges collectifs. Mais ce que je crois, c'est qu'il n'y aura pas de changement véritable dans ce pays sans des mouvements populaires forts. Moi, je crois profondément à ça, à la politique comme une affaire populaire, dont les gens s'emparent, dont ils se saisissent, pour qu'ils soient pleinement acteurs et actrices de notre destin commun. Donc nous voulons être utiles à ça. Et pour rendre le Parti communiste utile à ça, il y a effectivement sans doute des choses à changer. À commencer... Amener des jeunes ?
Oui, bien sûr qu'il faut renouveler la direction. On le fait à chaque congrès, et donc il faut renouveler. Mais ça se fait, vous savez. Moi, je parcours la France en ce moment. On est engagé avec les parlementaires communistes, 3 jeunes porte-parole du groupe, hein, on a tous la trentaine, on va le dire la quarantaine, pardon, on va le dire comme ça, 30 pour Elsa Faucillon. Moi j'ai 42 ans, Sébastien Jumel en a 45. Bon voilà. Donc on a des jeunes porte-parole, donc il y a eu un renouvellement de génération qui est en train de s'opérer, il y en a eu un au Sénat également. Vous savez que sur 11 parlementaires communistes, il y a eu 9 nouveaux parlementaires. Mais donc, vis-à-vis voilà, c'est quelque chose sur quoi nous travaillons, mais il faut renforcer tout ça. Vis-à-vis de Pierre Laurent, donc il restera, c'est sûr. Pour l'instant, il a dit qu'il le donnerait, enfin en tout cas qu'il indiquerait son avis sur ce sujet-là au début du mois de juin. Donc voilà, mais cela étant dit, Pierre a assumé cette fonction difficile de secrétaire national dans des moments durs. Moi, je pense que le problème, c'est pas Pierre Laurent. Le problème, c'est nous, le parti, la force collective que nous représentons. Comment est-ce que nous parvenons à modifier notre propre image dans la société? Comment nous parvenons à pleinement incarner une alternative pour l'avenir. Voilà, c'est ça notre sujet. Vous avez la direction justement du parti qui est très souvent critiquée par les adhérents. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous parliez tout à l'heure vous parliez de colère. Est-ce qu'il y a de la colère chez les adhérents PCF? Non, il y a une volonté d'être à la hauteur. Après, il peut y avoir des désaccords, oui, des mécontentements, il peut y en avoir. Mais vous savez, on est un parti où tout ça s'exprime à ciel ouvert. Hein. Les communistes, quand ils ont quelque chose à dire, où que ce soit, ils l'envoient pas dire et ils ont raison. Donc, on est très libre de ce point de vue-là. Hein. Il y a pas de souci, je veux dire. Et on a le droit de critiquer les orientations qui ont été prises, mais qui ont été celles des communistes eux-mêmes. Les choix stratégiques que nous avons faits, y compris pour les dernières échéances électorales, ils ont été faits par les communistes. Nous avons débattu et nous avons voté ensemble. Donc voilà, chacun, je crois, a sa part de responsabilité là-dedans. Et la direction dont je fais partie, hein, moi je m'en dédouane pas, la direction dont je fais partie, oui, a sa part de responsabilité dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Vous pensez aussi garder d'ailleurs votre poste on verra. À l'issue de ce congrès. Moi, j'essaie d'être utile là où je suis. Avec les fonctions de parlementaire qui sont les miennes depuis le mois de juin, j'ai un peu plus de mal à. Est-ce que vous souhaitez continuer en tout cas? Mais si on juge que je suis utile dans la direction, j'accepterai volontiers parce que je pense qu'il y a besoin aussi que des élus continuent d'assumer un rôle politique. Moi, je suis une des voix du Parti communiste dans ce pays, donc c'est bien que je sois aussi dans des cadres collectifs où on peut échanger ensemble. Voilà. Autre chose, on parle aussi de schizophrénie entre votre discours en tout cas, et vos actes, c'est-à-dire dans les discours on parle souvent de ne pas se rattacher à la France Insoumise, pourtant dans les actes vous êtes régulièrement dans les mêmes manifestations que la France Insoumise, à suivre souvent Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous dites de ça? Je sais pas si c'est ça. Je suis un peu surpris par la manière dont vous présentez les choses. Moi, ce que je crois, c'est que notre volonté, c'est de rassembler largement toutes les forces disponibles pour essayer de créer un autre rapport. Est-ce que vous pourriez vous rallier à Jean-Luc Mélenchon? Je vais y venir, mais notre objectif, c'est de créer un autre rapport de force dans le pays et d'avoir une alternative à Emmanuel Macron. Pourquoi il peut faire ce qu'il fait tout à l'heure, on en discutait avec votre collègue. Pourquoi il peut développer sa politique alors qu'il y a une forte contestation sociale? Parce qu'en face, l'alternative politique n'est pas suffisamment au rendez-vous. Donc nous voulons jouer un rôle pour cela. Et pour cela, on ne prétend pas le jouer tout seul, donc on veut le jouer avec d'autres. Si ça peut se faire avec la France Insoumise, avec des forces de gauche qui ont envie d'un véritable projet de transformation, tant mieux. Je suis pas sûr aujourd'hui que les conditions soient réunies. Et donc forcément, nous voulons exister parce qu'il peut pas y avoir de rassemblement si on reconnaît pas les forces qui peuvent le composer. Bon, donc vous pourriez. Nous pourrions, cela étant dit, pour l'instant, effectivement, il y a des débats compliqués. Moi, je garde en mémoire ce qui s'est passé lors de l'élection législative et des élections présidentielles, où nous n'avons pas été associés à la dynamique qui a été portée par Jean-Luc Mélenchon, alors que nous l'avons nous aussi choisi comme candidat. Voilà, donc je tiens compte de ça aujourd'hui. Si nous voulons travailler avec eux, il faut que les choses se passent autrement. Est-ce que les conditions sont réunies? Pour l'instant, non. Une ouverture à la discussion. Donc merci Pierre Dharréville, merci Lucas Pierre. Fréquence ESJ. Dans quelques instants, ce sera toujours aux questions de Lucas Pierre que vous répondrez, Pierre Dharréville, puisqu'on parlera de maltraitance animale, notamment des abattoirs. Vous avez peut-être vu la vidéo postée par l'association de Brigitte Bardot, qui était avec le vidéaste Rémi Gaillard. On parle de tout ça dans quelques instants, juste après We're From Barcelona. Fréquence ESJ.
Dernière partie de 20h l'invité en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ et Air Show. Lucas Pierre, vous êtes toujours avec nous, mais cette fois-ci pour évoquer la maltraitance animale. 2 vidéos ont fait parler d'elle dernièrement. D'abord celle sur les abattoirs avec Brigitte Bardot et Rémi Gaillard, mais aussi celle de l'actrice Sophie Marceau sur les animaux en cage. Et vous avez quelques questions à poser à Pierre Dharréville à ce sujet. Et oui, d'abord sur les abattoirs, est-ce qu'il faut les fermer ? Comme ça, de but en blanc, je suis pas certain qu'il faille procéder de la sorte. En revanche, je pense qu'il y a un vrai sujet sur la manière dont on traite les animaux. Oui, c'est donc moi je pense qu'il faut en discuter. Il y a des dispositifs qui ont été proposés par un certain nombre de gens pour mieux contrôler ce qui se passe. Comme les caméras qui sont censées être mises en place. Voilà, mieux contrôler ce qui se passe dans les abattoirs. Il y a d'autres dispositifs qui ont été proposés aussi sur des véhicules qui circuleraient pour pouvoir abattre un certain nombre de bêtes à la ferme plutôt que de les transporter, etc. Bon, moi je suis ouvert à des réflexions, à des discussions là-dessus. J'ai pas un avis d'expert. Est-ce que vous pensez qu'avec les caméras dans les abattoirs, il y aurait vraiment une baisse de cette violence envers les animaux, de la façon dont on les tue ? Non, mais le problème que nous avons, c'est surtout le modèle d'agriculture qui nous est imposé par du productivisme et de l'agriculture intensive et qui a des conséquences directes derrière sur la manière dont on traite les animaux. Donc c'est de ça dont il faut discuter. C'est surtout en réalité, j'ai envie de dire presque autant, voire sinon plus que de la maltraitance animale, qui est un sujet que je ne méconnais pas, de la manière dont nous voulons nous alimenter en respectant la planète. C'est ça le sujet. Et donc effectivement, si on fait pas les choses correctement, il faut aussi voir que ça a des conséquences sur nous-mêmes, quoi. Et donc oui, c'est un sujet important. Donc il faut continuer à manger de la viande. C'est pas grave. Oui, moi j'ai pas de tabou là-dessus. Je pense que oui. Enfin, il y a des gens qui mangent de la viande dans notre pays, d'autres qui n'en mangent pas. Voilà, c'est une réalité. Il faut. Si on parle de 3 millions d'animaux tués en France chaque année, on peut parler d'un massacre. Oui, on tue des animaux depuis la nuit des temps. Les êtres humains se nourrissent avec des animaux. Il y a eu des chasseurs-cueilleurs dans la préhistoire. Bon, ben voilà. Donc oui, c'est une manière de nourrir. Les animaux aussi, entre eux, sont des prédateurs. Voilà. Donc je pense qu'il faut au contraire, il faut arriver à penser notre rapport à la nature, notre rapport. Vous savez, les modes de production ont beaucoup évolué de manière globale. Mais les modes de production, ça suppose de s'interroger sur qui nous sommes et sur nos rapports entre nous et notre rapport effectivement à la planète. Donc moi, cette question-là m'intéresse en soi, mais je suis pour ne pas en faire une question religieuse, mais plus une question politique. Et donc voilà, ça ouvre des tas de champs de questionnement intéressants. Et justement, aujourd'hui, il y a un projet de loi qui a été présenté à l'Assemblée nationale. C'est le projet de loi alimentation et agriculture. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a été proposé ? Pour l'instant, on ne sort pas de ce qui était le modèle précédent, que je sache. Bon. Moi, ce texte-là, il n'est pas passé dans ma commission. Moi, je suis membre de la commission des affaires sociales. Il commence à être examiné aujourd'hui. Donc, il y a des débats importants qui vont être menés. Un des sujets sur lesquels je me suis penché, c'est le sylvo-pastoralisme. Vous savez que dans le territoire où je suis, dans les Bouches-du-Rhône, il y a de l'élevage de chèvres notamment, et qui est utile à produire du très bon fromage, mais qui est aussi utile à l'entretien des territoires, de nos paysages, même à la lutte contre les incendies, etc. Bon, aujourd'hui, il y a des normes qui sont pas tout à fait adaptées pour ce type d'agriculture qui n'est pas de l'agriculture intensive. Donc voilà, il faut sans doute mieux prendre en compte un certain nombre de réalités comme celle-ci. Sophie Marceau aussi donc interpelle les députés, comme on l'a dit cette fois-ci dans une vidéo L214 sur les animaux en cage. Vous êtes député, est-ce que son message vous a atteint ? Ouais, je vous l'ai dit, moi, oui, on peut discuter de la manière dont sont traités les animaux. Après, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de traditions dans notre pays, de cirque, de zoo, voilà. Après, je vous cache pas que ma première préoccupation dans mon action politique n'est pas celle-là. Ça, c'est ce que vous voulez m'entendre dire. Oui, c'est la vérité. Bien sûr, je me préoccupe d'abord des femmes et des hommes que je vois souffrir autour de moi. Bon, mais ça n'enlève pas qu'il peut y avoir des questions à se poser là-dessus. Après, je crois que la domestication des animaux, ça aussi, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire qui peut soulever un certain nombre d'interrogations. Mais depuis la nuit des temps, il y a une domestication des animaux. Il y a une chose est de les domestiquer, une autre est de les maltraiter. Et donc moi je suis opposé effectivement à des maltraitances. Merci Pierre Dharréville. Merci Pierre Dharréville et merci à vous Lucas Pierre. Fréquence ESJ.
Et juste avant de terminer cette émission, Hugo Franceschi a dressé l'agenda politique de la semaine. Bonsoir Hugo. Bonsoir Antoine, bonsoir Pierre Dharréville. Bonsoir. Alors Emmanuel Macron recevra le PDG de Facebook ainsi qu'une cinquantaine d'experts du numérique demain à l'Elysée pour une réunion baptisée Tech for Good. Le mot d'ordre de cette réunion est le suivant: mettre la technologie au service du bien commun. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, passera en France dans le cadre d'un déplacement en Europe au cours duquel il s'exprimera à Bruxelles devant le Parlement européen. Il devrait donner des explications à propos du scandale lié au pillage des données par la société Cambridge Analytica. Le PDG de Facebook s'était déjà exprimé là-dessus il y a quelques semaines, mais c'était face au Sénat américain. Cette réunion Tech for Good est organisée à l'heure où on assiste à une montée des critiques contre les géants d'internet, que ce soit sur le pillage des données, sur les fake news ou sur l'évasion fiscale. Au-delà de Mark Zuckerberg, on retrouvera la fine fleur des entreprises technologiques comme les dirigeants de Samsung, Uber, Microsoft, Wikipédia, mais aussi ceux de la RATP, de la SNCF et de la Poste. Le président du Rwanda, Paul Kagame, sera également présent pour souligner l'importance du développement technologique sur le continent africain. Le continent africain, exactement, Hugo. Et demain, l'intersyndicale de la SNCF va annoncer les résultats du vote de consultation qui a été organisé pour que les salariés de la firme puissent s'exprimer sur la réforme du gouvernement. Une consultation qui avait démarré lundi 13 mai et qui devait durer une semaine. Seulement, au lieu de s'arrêter hier comme prévu, elle a été prolongée jusqu'à aujourd'hui. Le secrétaire général de la CGT cheminot, Laurent Brun, affirme que le vote a été prolongé pour permettre au plus grand nombre de salariés de voter. Cette consultation, baptisée Vote Action, donc, a été décidée par l'intersyndicale UNSA CGT Sud CFDT. Les votes ont eu lieu sur Internet et le décompte sera fait par les membres de l'intersyndicale. Alors, depuis le début des réformes entreprises par le gouvernement, l'opposition syndicale comme politique dénonce un manque de concertation et de transparence de la part de l'exécutif. Quand on voit l'organisation de Vote Action, Pierre Dharréville, est-ce qu'on peut vraiment considérer que les syndicats sont transparents eux aussi ? Oui, bien sûr. Parce que je pense que c'est un mode d'action. Le mode d'action qu'ils ont choisi est extrêmement utile parce que ils sont inventifs, ils sont créatifs et donc ça permet de donner la parole aux salariés de l'entreprise, de continuer à ouvrir le débat et donc moi je pense que c'est une belle initiative. Et pourquoi le décompte n'est pas fait par des indépendants par exemple ? Pourquoi c'est l'intersyndicale qui organise le vote et c'est eux qui font le décompte ? Mais parce que les organisateurs du vote font le décompte et donc voilà, je pense que c'est une organisation compliquée mais moi je leur fais confiance aux organisations syndicales dans leur diversité. Sur les résultats, je pense que c'est un faux procès là qu'on leur fait. Franchement, je pense que il faut que le gouvernement prenne beaucoup plus appui sur la force qui s'exprime dans la SNCF aujourd'hui pour défendre l'entreprise. Eh bien justement, les cheminots comptent se servir de ce vote pour interpeller le Parlement le 29 mai, alors que le texte de la réforme ferroviaire arrivera au Sénat. En avril, l'opposition de gauche avait été incapable de bloquer le texte de réforme à l'Assemblée nationale. Au Sénat, la gauche qui soutient les syndicats est peu représentée. Est-ce que vous croyez réellement que par la voie législative, l'opposition peut contrecarrer les plans du gouvernement ? Mais le rapport de force à l'Assemblée est pas suffisant pour que par un vote, pour l'instant, on puisse revenir là-dessus. Mais et au Sénat, il est suffisant ? Non, parce que c'est la droite qui est majoritaire au Sénat, donc je suis pas sûr que pour l'instant ils aient l'intention d'y revenir. Mais cela étant dit, c'est utile ce que nous faisons parce que ça maintient un rapport de force dans l'hémicycle et ça fait exister des idées alternatives. Mais nous avons besoin que ce rapport de force soit beaucoup plus présent dans le pays et donc voilà, c'est une conjonction des deux dont nous avons besoin. Merci Hugo Franceschi et merci à vous Pierre Dharréville. Merci. Fréquence ESJ. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci surtout à vous, Pierre Dharréville, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu aux questions de toute l'équipe. Merci de votre accueil. En direct sur dans 20h l'invité sur Fréquence ESJ et Air Show, une interview que vous pourrez retrouver dans la semaine sur la chaîne YouTube de Fréquence ESJ et sur le site internet fréquenceesj.com. Prochain rendez-vous de Fréquence ESJ à partir de mercredi, dès demain, avec Dimitri Hainaut de 20h à 21h. Storytelling, et Dimitri sera avec toute l'équipe de Storytelling en compagnie du rappeur qui cartonne sur YouTube, Hippocampe Fou. Et nous, on se retrouve à partir de samedi. On vous en parlera un peu plus en détail dans la semaine. Salut. Fréquence ESJ.